Claude. Bravo, Romain. Tu disposes de 5 minutes. 5 minutes? Oh là là! Chers amis, quelle tristesse. Les beaux jours ont à peine esquissé leur retour, et vous voilà déjà incapables de vous contenir. 2 beuveries sont déjà planifiées cette semaine dans le cadre même de l'établissement. On ne peut plus faire 2 pas dans cette école sans tomber sur des tourtereaux en train de se bécoter dans les couloirs. Jusque dans cet amphi, je peux voir au dernier rang là des mains qui se baladent, qui se cherchent, qui s'invitent, qui s'explorent. Oui, vous croyez qu'on ne vous voit pas? Avons-nous donc à ce point perdu le sens de la mesure, de la pondération? Est-il impossible aujourd'hui d'attendre qu'aux excès du carnaval et des vacances de ski étudiantes succède un temps pour faire le vide, pour se recueillir, pour revenir avec simplicité aux humbles nécessités de la vie? Que faites-vous ici tous? N'avez-vous rien d'autre à faire que de vous agglutiner dans des amphithéâtres surchauffés pour assister à des plaidoiries sans fond sur des sujets toujours plus fantaisistes? Ne croyez-vous pas qu'avec votre niveau d'études, vos capacités, vous pourriez remployer votre discours à des tâches autrement plus productives que de tenter de dérider une assemblée de potaches attardés? Non, tout ça n'est pas très sérieux, et je vous invite ardemment ici, tous ici, les plus jeunes ou les plus vieux, à prendre un moment pour méditer sur votre vie, sur son caractère transitoire, sur le sens de notre existence, et sur les nécessités qu'exige de nous la gravité des circonstances. Bon, ce discours-là, vous l'avez reconnu, non? Il vous fait rire un petit peu, je vois, ouais. Vous avez raison, hein, vous avez raison de rire, et j'ai tenu à le faire résonner ici comme un écho de la rhétorique la plus pernicieuse, la plus nuisible qui ait jamais envahi l'espace public. Dans notre époque, des gens comme ceux que je viens d'imiter ont réussi à faire passer nos amusements pour le siècle de la débauche et de la licence. Ils sont tapis partout, dans le moindre recoin des universités, des églises et de la sphère médiatique. Que ce soit dans les journaux féminins où ils inscrivent au plus profond des corps leur idéologie du rien de trop, ou des plus hauts sommets de la technocratie où le catéchisme de la rigueur budgétaire étouffe des civilisations entières, ils nous inondent quotidiennement de leurs inepties de pisse froid. Nous avons pu, un moment, nous imprégner de leur style et de leur tour de force rhétorique. Côme, qui va me suivre, va sans doute nous en offrir un extrait autrement habile et donc autrement plus pernicieux. Moi, je voudrais saisir de l'occasion qui m'est aussi offerte pour déconstruire les logiques sournoises derrière lesquelles se dissimulent des individus à la moralité douteuse. Vaste programme. Alors, il est très connu que ceux qui en ont une petite ont besoin d'en parler beaucoup pour la faire exister. Et s'il y a un domaine où ça se vérifie, c'est bien celui de l'idéologie. Parce que pas un seul des grands mots ne nous est épargné pour qualifier les épigones de ce que j'appelle l'international de la mesquinerie. Le moindre régime va être, vous savez, accompagné par des petits cris d'extase religieuse, on ne nous épargnera rien, alors ça va de la petite musique. Tu sais, après une semaine à me nourrir exclusivement à base de soja et de quinoa, je me sens beaucoup plus moins. Ça va de là au grand air de l'acte 4. Alors le grand air de l'acte 4, c'est quoi? C'est l'extase religieuse après la semaine de jeûne. Tu sais, tu vois le gars venir pour t'expliquer qu'il a soudain compris ce qui faisait l'unité de la Bible, du Coran, du bouddhisme et d'Amélie Nothomb. Alors, je critique pas l'idée du jeûne, c'est sympa parfois de se restreindre pour prendre conscience de ce dont on pourrait jouir. C'est aussi une autre forme d'hédonisme en fait. Mais alors bizarrement, ces gens qui viennent t'en parler là, ils s'en vantent. Ils s'en vantent parce qu'ils en font quelque chose de moral. Pour eux, l'homme, c'est quelque chose qui peut s'inscrire dans une petite boîte, vous savez, bien prévisible, avec des inputs et des outputs, et à partir de là, leur logique très naturelle, c'est de demander comment je minimise l'input. Donc, comment je deviens quelqu'un de parfaitement mesquin, comment je deviens quelqu'un qui est cantonné à cette petite nécessité, j'ai ma petite boîte et je cherche à réduire ma boîte pour avoir de moins en moins de nécessités. Et alors pour ça, leur procédé le plus génial, c'est le retour au passé. Donc le passé comme norme, mais alors pas comme avant, parce qu'avant, dans le romantisme, etc., c'était joli. On avait la civilisation romaine, dont on rêvait, vous savez, le fracas des armes, les épopées glorieuses, tout ça. Non, aujourd'hui, c'est une espèce de minutie pseudo-scientifique dégueulasse qui va s'activer pour compter par exemple la quantité de chlorure de sodium ingurgitée quotidiennement par une femme ménopausée pratiquant une activité physique régulière dans le Carthage antique. Et on va revenir vers vous pour vous dire, avec un ton moralisateur, tu vois, tu manges trop de sel. Alors, bientôt, on revendiquera pour nous l'alimentation frugale du chasseur-cueilleur. Dieu nous en garde. Donc voilà, en gros, c'est en réponse à ça que Voltaire,
a raison de rappeler ce que c'est que la nécessité du superflu. Et cette nécessité dont je tiens ici à faire l'éloge, elle se comprend en deux sens. D'abord, parce que c'est vrai, pour l'homme, la nécessité, elle est toujours transitive. Et si tous les matins, on remplit besogneusement toutes les obligations qui sont attendues de nous, comme mettre son pantalon ce matin, se traîner jusqu'à l'amphithéâtre après son partiel de micro pour essayer de faire rigoler la galerie, c'est aussi parce qu'on a en vue des lendemains qui chantent. Et au bout de la chaîne, c'est en faisant des choses parfaitement inutiles qu'on s'accomplit. C'est la raison même de ma présence ici et de notre présence à tous. Mais beaucoup plus fondamentalement. Et là, le dernier rang, si vous arrêtez de suivre, c'est normal, parce qu'on va aborder la thématique ontologique. Le réel, c'est quoi? Le réel, c'est ce qui déborde en delà des lits que l'homme a conçus pour lui. Pour revenir à des images plus printanières et au dernier rang, le monde, perçu comme un enchaînement de causes et d'effets, c'est en fait une espèce de vaste soutien-gorge que notre esprit cherche à tisser parce que le sein nourricier de la mère nature l'intimide, parce qu'il a peur de ne pas savoir quoi en faire, ou plus modestement parce qu'il aimerait bien pouvoir le mesurer. Dis-moi ton bonnet et on n'en parlera plus. Mais voilà le réel, la nature, ce sein qui s'enfle et qui déborde sans cesse de ses frontières, et qui vient dans sa danse frénétique le frapper au visage. Le pisse-froid s'en offusque et remet son pince-nez en grimaçant. Quant à nous, ayons la décence d'en profiter. Défendre le compte, tu disposes de 5 minutes. 5 minutes. Oh là là.